bonjour. Bonjour. Salut. Est-ce que, avant de passer aux présentations, qu'est-ce qu'était cette musique ? Alors, c'est une C'était BO, on va dire, d'un jeu qui est infâme, qui s'appelle Sonic R, sorti sur Saturn. Et c'est juste formidable pour se réveiller le matin, en fait. Oui. Et on disait, Nico, qu'on présentera tout à l'heure, du coup, qu'on représentera, Salut. nous disait que c'était excellent pour danser, que ça irait bien sur un petit Ah Just ouais, Dance. moi j'aurais vu ça sur un jeu de danse effectivement du type Just Dance où alors tu sais les grosses bornes où il fallait marcher sur Oui, les trucs. bah, J'en ai une, je vais peut-être voir, ça se trouve la chanson peut se trouver. Hein. ce ouais, raccord avec le thème de l'émission est juste génial. C'est ce qu'on appelle une transition. Monsieur. C'est une transition C'est un parfaite. métier. Mais avant de transitionner, bonjour. Salut. Vous écoutez comme tous les dimanches matins, c'est faux. Pour l'instant, Pour l'instant, on va essayer de s'y tenir un peu plus. vous écoutez Twitch Café, donc l'émission qui est à la radio le matin, mais également sur Twitch, et qui finit sur YouTube à la fin. On a toute une chaîne. Quoi. La boucle est bouclée. Et bientôt, TikTok, des extraits sur TikTok, elle est à partir de la semaine prochaine. Les blagues pourries seront sur TikTok. Et demain sur TF1. D'ailleurs dès ce soir il y aura un TikTok de Lazare en train de danser sur la musique qu'on a entendue tout à l'heure. Ah oui, Ah non mais c'est génie marketing. Vous me verrez faire un floss. Donc du coup, l'équipe du jour, comme à notre habitude, notre fidèle ami Lazare, Salut. qui est là pour activer les caméras et faire des blagues. De merde. Des blagues, oui voilà, des Voilà. blagues. J'avais mis des mais guillemets des guillemets, virtuels. ouais. Des guillemets virtuels. Attends, t'es le Laurent Baffy de l'émission. Non. Si t'es aux caméras et que tu fais des blagues, t'es le Laurent Baffy des années 80 de l'émission, quoi. C'est super triste. Ah oui, c'est triste. Mic drop. non, mais là je me prends des torrents de merde, là, déjà. On est 5 minutes d'émission, ça y Allez, est. on enchaîne. Allez, oui, s'il vous plaît. Il vient de rejoindre l'équipe, vous l'aviez déjà entendu pour une émission qui parlait de musique de jeux vidéo, d'influence du jeu vidéo dans... tu bouges ton pied, y a pas de souci, t'inquiète pas. Pardon, excuse-moi. Il vient de rejoindre l'équipe, je vous ai dit, il a le droit à l'erreur. Et il nous avait parlé de l'influence du jeu vidéo dans la musique hip-hop il y a quelques semaines. Oui. Nicolas, bienvenue. Salut. Et du coup, il nous rejoint en tant que chroniqueur. Ouais, il y a du café, on est bien assis, donc Effectivement. je me suis dit que j'allais venir tous les dimanches. Voilà. Et du coup, ouais, effectivement, on va dire vite fait ce que tu vas faire. Vu que tu es une encyclopédie du hip-hop, c'est comme ça qu'on le voit nous. En toute modestie, bien En toute évidemment. modestie. Oui, oui. Non, toutes les semaines, je vais essayer de trouver un petit sujet rigolo sur la musique en règle générale, en rapport avec les invités que nous serons susceptibles de recevoir. Bah super, ça fait partie de l'évolution de l'émission, je vous en reparlerai à la fin de l'émission. Et nous avons un invité que je suis très content d'avoir, parce qu'en plus d'être un invité, juste un invité, c'est un pote, un vrai, Oui. vraiment. Il est connu et reconnu dans le café-concert game. Merde. T'es De cramé. toute façon, on peut pas le manquer. Hein. On peut pas le manquer déjà. Et dans le borne d'arcade game également. Salut Kevin, Salut. comment ça va ? Eh ben, écoute, fatigué, puisque soirée dure hier, mais... mais sinon ça va. T'as eu soirée concert du coup. Ouais, c'est ça. On avait un concert avec Trobarclus, Vodvox et Original Band. Donc c'était plutôt électro-pop et en même temps électro-black. Pour expliquer un petit peu pourquoi tu nous parles de concert, j'aimerais bien qu'on commence l'émission par une présentation de toi, d'où tu viens, quels sont tes projets, comment t'as commencé, puisque aujourd'hui on est là pour parler un peu d'Atom, mais il n'y a pas eu que Atom. Ouais. tu peux dire des signes pour dire. Je te vois faire la Macarena à côté de moi, je suis là genre merde, qu'est-ce qui se passe Il faut monter le micro, Il faut monter le micro de Kevin. Tu parce peux me le qu'apparemment- dire, tu peux me le dire. Ça marche. Non, mais ce qui est bien, c'est que quand vous faites des gestes comme ça en silence, vous avez oublié qu'il y a des caméras autour de vous. C'est ça qui est très drôle. Non, ce que vous avez... discret, non. c'est ça, Ouais, mais ouais. ce que vous ne savez pas, c'est que c'est moi qui C'est gère lui la qui gère les régie. caméras. Donc moi, je fais tout pour pas me voir. Il pas se en cache quand il fait des gestes comme ça, il fait le contrôleur aérien et tout. Ouais, c'est ça, ouais. Même quand je fais des blagues de merde, je me cache. Excuse-nous, on t'a coupé, pardon. Eh ben c'est pas grave parce que je ne parlais pas encore donc j'ai pas vraiment coupé. Alors moi qui je suis en fait à la base je suis un gars qui fait surtout de la technique. J'ai un diplôme d'électronique, je suis prototypiste donc c'est à dire que mon métier c'est de bosser avec des ingénieurs qui eux conçoivent des cartes sur des papiers et moi j'arrive et je prends leur papier et je fabrique un truc qui marche avec et souvent ça explose. C'est à ça qu'on reconnaît un prototypiste. Quand tu vas dans un bureau d'ingénieur, le prototypiste c'est le mec au fond qui fait péter des trucs et ça fait rigoler. Voilà. Donc ça a été mon métier pendant pas mal de temps. J'ai bossé pour pas mal de boîtes assez grosses. J'ai bossé pour Thomson, pour Fevle SA, j'ai bossé pour ST Microelectronics à l'époque où j'habitais sur Tours. Et j'ai
depuis très longtemps eu en tête de monter un projet de salle d'arcade qui s'est concrétisé après mon déménagement dans le Nord. Je suis arrivé dans le Nord en 2011 et en 2012, je signais mon bail pour créer Akedo, la première salle d'arcade de Lille depuis 2003. En fait, en 2003, il y avait la tête dans les nuages qui a fermé à Lille et à partir de là, il n'y avait plus d'endroits où jouer à des jeux d'arcade à part dans les bowling ou les cinés. Il n'y avait plus de salle dédiée aux jeux. Et on avait créé Akedo, qui était la salle d'arcade la moins chère de France. Un principe d'avoir des crédits à partir de 20 centimes sur les bornes. Et c'était une toute petite salle que j'avais montée au tout début avec mon petit frère. Ça n'a pas duré très longtemps. Mon petit frère s'est barré du projet. On a eu un nouveau gars, Cédric, qui bosse toujours avec moi depuis tout ce temps-là maintenant, depuis 2014, qui a rejoint le projet et avec qui on bosse toujours aujourd'hui. On a eu cette phase Akedo, donc petite salle d'arcade de 60 mètres carrés avec une quinzaine de bornes. Bon, ça marchait pas tant que ça. Moi, j'avais un boulot à côté. Ça a permis peut-être de lancer un peu le projet. Derrière, on a déménagé. On voulait agrandir et on a eu énormément de mal à trouver des gens qui étaient prêts à nous fournir un local parce que les gens comprenaient pas notre activité. C'est-à-dire qu'on était en 2015-2016 et les gens, quand tu leur dis salle d'arcade, ils sont encore soit bloqués dans les clichés des années 80, alors c'est des repères de drogués, les gens qui fument de la weed à l'intérieur, les gens qui font des magouilles, des trucs comme ça, et des voyous. Ou sinon, t'avais l'autre côté, c'est quoi une salle d'arcade? Parce que c'est japonais à la base. Enfin, c'est très développé au Japon, en tout cas. Mais t'en as quand même eu. On a eu un Golden Age de l'arcade en France. Mais effectivement, t'avais deux choix. T'avais soit les têtes dans les nuages qui étaient un peu clean mais très chères. Soit t'avais des petites salles de quartier qui effectivement pouvaient être craignos où les mecs fumaient à l'intérieur et ils fumaient pas que du tabac. Et ça avait sale répute, tu vois, surtout dans les années 80. Pour rappel, si je peux me permettre, si je dis pas de bêtises, le concept la tête dans les nuages, c'est ça, c'était Sega qui avait... C'était pas eux directement. C'était pas eux directement. En fait, c'est une magouille à la base. LTDN, c'est une histoire de casino qui investissait dans le jeu vidéo parce que c'était considéré comme de la culture et ça leur permettait d'avoir des subventions. Ouais, et après, par contre, ils avaient un partenariat Sega, ce qui leur a permis d'avoir des super machines Sega en avant-première ou des trucs comme ça. Donc oui, c'était un projet en partenariat en tout cas avec Sega, mais à la base, c'était pas directement Sega. Les crédits d'impôt. Et en fait, ouais, voilà, leur salle avait fermé en 2003, et donc on a ouvert en 2000. J'arrête de taper dans le micro. Et on a rouvert donc nous en 2012-2013. Et à partir de là, au moment où on a enfin réussi à déménager, on a été obligé de s'excentrer un petit peu. On a créé un nouvel établissement qui à la base s'appelait toujours Akedo pendant 6 mois, pardon. Et pendant ce temps-là, on co-créait un projet avec un gars qu'on avait rencontré qui s'appelle Vital et avec qui on devait monter 2 établissements à la base qui finalement ont fusionné en un seul que vous connaissez sous le nom du Bubble Café. Et donc c'est un établissement qui a duré pendant 3 ans, de octobre 2016 à octobre 2019, pendant lequel on a fait à la fois une partie arcade, à côté un projet café cinéma, série que tenait justement notre associé Vital. Et en plus de ça, moi ça faisait longtemps que j'avais ça en tronche de lancer un délire autour des cafés-concerts et tout ça, parce que étant à la fois musicien et organisateur de concerts pendant toute une période de ma jeunesse, j'avais envie de créer un lieu accessible et surtout avec en tête les trucs de comment on n'a pas envie d'être accueilli dans un local. Donc, de faire le contraire, d'arriver en mode, tout ce que j'ai pas envie de faire, je le ferai pas. Tout ce que j'ai pas envie que les gens soient reçus, je le ferai pas aux gens, quoi. Et on a créé le Bubble Café comme ça a duré 3 ans. Et après, malheureusement, fin de bail. Et puis nous, on était vraiment dans le projet de se barrer, tout simplement, parce que le local était mal placé. À ce moment-là, on avait 2 idées. Normalement, avec Vital et avec Cédric, on devait continuer un nouvel établissement qui se serait toujours appelé le Bubble Café et qui devait être toujours sur un format d'entreprise, tout simplement, comme on l'avait à l'époque du Bubble à l'Homme. Et ça devait être ouvert plus dans le centre de Lille, vraiment sans la partie concert, juste l'arcade, le café cinéma série, les choses comme ça, avec un objectif d'être un petit peu plus commercial, entre guillemets, que ce qu'on était à l'Homme, puisqu'on était excentré, etc. Et comme on trouvais pas de locaux, moi à côté j'avais toujours dans ma tête le délire de faire ma salle de concert sur un format associatif parce que je voulais créer un lieu qui soit très très ouvert et j'avais trouvé un local qui m'est passé sous le nez au dernier moment, etc. Enfin bref, une sale histoire. Et comme à côté, du côté Bubble Café, on se plantait aussi, on n'arrivait pas à trouver un local, on a fini par dire on ferme les 2. Quitte à fermer les 2, autant ne pas vendre les bornes d'arcade, parce qu'une grosse partie du matériel nous appartient personnellement, et autant monter aussi une asso pour la salle d'arcade, histoire de juste pas tout fermer. Et c'est là qu'on a vraiment changé d'approche. Donc la Brad Cave, qui est donc une salle de concert associative,
qui est donc dans notre local rue Barthélemy de l'Épaule à Lille. Et en façade du bâtiment, notre salle d'arcade qui est aussi sur un format associatif et qui nous permet en fait de proposer des tarifs super bas, parce qu'on fait rentrer les gens à 7 € en free play pour aller partout. Voilà. Une super salle d'ailleurs. Hein, je ne sais pas si nos auditeurs ont déjà eu l'occasion d'aller voir ne serait-ce que des photos ou d'aller la voir en live. C'est vraiment une très belle salle, je trouve. Merci. Et à côté de ces activités, du coup, est-ce que tu peux nous décrire exactement ce qu'est Atom et Brad Cave ? Ouais, carrément. Donc, Atom City, ce que je disais, c'est donc une salle d'arcade associative. Le principe, c'est que nous, on a une vocation à faire de la sauvegarde du patrimoine vidéoludique et du partage autour de ça, dans le sens où on a une collection de jeux originaux. On n'utilise pas d'émulation ou de choses comme ça dans la salle. On n'utilise que des jeux originaux. On a quelques systèmes multijeux, c'est-à-dire que on va avoir un hardware original, mais dessus la carte qui va faire tourner le jeu, c'est comme une cartouche pirate entre guillemets, comme un linker dans sa DS quoi. Et on a ça sur quelques systèmes, mais sur les environ 200 jeux qu'on va proposer, on en a plus de 150 qui sont originaux et quelques jeux qui sont des conversions ou des bootlegs, mais une grosse majorité sont des originaux. Et il y a rien qui ne tourne pas sur un vrai système. Il n'y a pas de Raspberry Pi, il n'y a pas d'ordi dans les bornes, c'est toujours du vrai. Et l'idée, c'est d'avoir un prix d'entrée à 7 €, qui est donc relativement peu élevé, et de donner un accès libre à toutes les bornes sans limite de temps. Ce qui fait que les gens, ils viennent, ils payent leurs 7 €, ils peuvent jouer à tout. Ça vient d'un constat qui était que, en fait, à l'époque du Bubble Café, on avait des jetons, et même les jetons pas chers, même des jetons à 50 centimes le crédit, etc. Les gens, ils arrivent devant un jeu qu'ils connaissent pas, ils vont pas y jouer. Or, moi, j'ai une collection de jeux marrants, avec des trucs que les gens n'ont pas forcément connus, parce que toi, quand t'as ton émulateur avec tes 10 000 jeux, t'es content. Par contre, tu vas lancer Street Fighter et Metal Slug et t'iras pas voir autre chose. Contra quand même. T'as dit ? Contra aussi, ouais. Mais c'est vrai que les gens, ils vont vite être bloqués sur les jeux qu'ils vont essayer. Et par exemple, toute la série des jeux qui sont sortis sur IGS PGM, donc les Oriental Legend ou Night of Valor, c'est des beat'em up chinois qui sont super cool. Personne n'en a entendu parler. En plus, c'est mal émulé. Donc, résultat, les gens vont pas les essayer ou plein d'autres trucs, des jeux comme Dynagir, sortis sur Samy SSV, tout un tas de trucs comme ça. Ce sont des jeux moins connus, mais même si tu pars sur des jeux connus, parce que Vampire Savior, ça parle quand même à pas mal de monde, mais dans la salle d'arcade au Bubble Café, je mets un Street Fighter 2, ça tourne, je mets un Vampire Savior, il n'y a pas un crédit dedans, quoi. Donc là, aujourd'hui, on s'est dit... Donc le but du jeu, c'est vraiment de pousser à la curiosité sur ce genre de choses. Ouais. Là, t'arrives, tu payes pas plus cher d'aller essayer un jeu que tu connais pas. Donc résultat, vas-y, appuie sur Start, teste ton jeu. Au pire, ça te plaît pas, tu te lèves de la borne. C'est pas grave. Mais au moins, les gens, ils vont pouvoir découvrir un truc. On nous demande donc sur Twitch, quelle est ta borne, la plus belle borne que tu possèdes ? La plus belle borne ? C'est compliqué. Maintenant, t'as préféré. Je vais faire mon gros N-Sex. Je suis super content d'avoir récupéré une borne Killer Instinct 2. J'aurais encore plus aimé d'avoir une Killer Instinct 1. Mais en fait, quand j'ai fait ma collection Nintendo, que j'avais commencé quand j'avais 12 piges, que j'ai vendu pour créer le projet Akedo, c'était dans mes rêves de gosse de dire t'imagines, si je monte une collection Nintendo, un jour il va falloir que j'achète les bornes d'arcade. Et pour moi, j'avais 12 piges. C'était impossible d'acheter ça, tu vois. Genre, à l'époque, quand je faisais du rétro gaming, c'est parce que acheter une NES avec 6 jeux, c'était 20 € sur une brocante, alors qu'acheter un jeu PS2, c'était 60 balles. Et que j'avais pas de thunes, donc j'achetais les jeux pas chers. Moi, le rétro gaming, à la base, c'était une histoire de jouer pas cher, c'était pas une histoire de collectionner, quoi. Et quand je me disais, la borne d'arcade Nintendo et tout, pour moi, c'était le truc inatteignable. Et maintenant, j'en ai une. Voilà, trop content. C'est cool. Et moi, j'ai une autre question, du coup. Ouais. Parce que là, tu parles de tes bornes, t'en as combien ? Alors, il y a une grosse quarantaine de bornes dans la salle pour 33 jeux différents en même temps. Pourquoi il y a moins de jeux que de bornes ? Simplement parce qu'il y a certaines bornes d'arcade comme des Astro City qui sont en un joueur et qui sont reliées à la borne de derrière pour les jeux de combat particulièrement, où les gens jouent chacun sur une borne pour ne pas se gêner l'un l'autre et en même temps ne pas faire de lurk sur les commandes ou tout ça. Et donc à cause de ça, un jeu va tourner sur 2 bornes, ce qui fait que si on compte le nombre de machines, il y en a un peu plus de 40. Et si on compte le nombre de jeux en exploitation, il y en a actuellement 33. Propre. Je les ai comptés hier. Et en parallèle de ça, donc du coup, en quelques mots, il y a la Brad Cave. C'est ça. Non, la Brad Cave, c'est une salle de concert associative. Le principe, c'est de venir offrir un lieu qui soit... Le constat autour de la Brad Cave, à la base, moi je voulais une salle un tout petit peu plus grande de ce qu'on a fait maintenant. On fait une salle qui est quand même grande, hein. On est à un peu plus de 200 personnes de capacité. Moi j'aurais voulu 300. L'idée c'était surtout d'arriver et de proposer un lieu qui soit
totalement indépendant. On n'est pas une entreprise, donc résultat, il n'y a pas d'objectif financier à part payer notre loyer. Et on n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit, parce qu'on n'est pas subventionné ou quoi que ce soit. On fait notre vie dans notre coin et on rend compte à personne. Et c'est une liberté qui est super cool. Et l'idée, c'était de dire aux gens, voilà, on a les bars dans lesquels tu peux facilement faire des concerts entre 30 et 40 personnes, voire certains bars dans lesquels tu peux monter jusqu'à à peu près 80 personnes, mais il n'y a pas 50 000 endroits où tu peux dépasser la centaine de personnes. Et à côté, si tu veux aller dans une salle plus grande, tu dois aller tout de suite dans les salles comme les Maisons Folies, ou là, tout récemment, le Black Lab qui vient d'ouvrir. Mais là, c'est des salles de 700 personnes. Tu vois, tu peux pas... Comment tu passes de un mec qui ramène 100 personnes, comment il passe de je ramène 100 personnes à je ramène 700 personnes? C'est super difficile. Alors oui, tu peux toujours. Il manquait un entre-deux sur ce type de jauge. Tu peux toujours venir en première partie d'un groupe qui lui va faire venir 700 personnes pour aller jouer dans des super gros lieux, parce que tu vois, le Black Lab, c'est oufissime ce qu'ils ont fait, c'est trop bien, tu vois. Mais genre, t'es obligé de venir avec un gros groupe si tu veux pouvoir jouer là-bas, parce que sinon tu vas ramener 10 pélos et tu vas pas rentabiliser ta soirée, parce que 10 pélos sur une soirée de 600, ça marche pas, quoi. Et donc je voulais créer justement cet entre-deux, parce qu'on l'avait pas sur l'île, et voilà, c'était un peu l'objectif. Et donc voilà, aujourd'hui on a cette salle, on prend du booking pour l'instant malheureusement que par Facebook, parce que j'ai pas le temps de monter le site, parce que malheureusement à côté de ces deux assos j'ai un boulot, parce que je me paye pas sur les assos, donc il faut bien que j'ai un travail à côté, et les trois cumulés ça me fait un nombre d'heures énorme, et résultat, je réponds un peu aux gens quand j'ai le temps, mais on prend les bookings par internet, quoi. Et vous remarquerez qu'il prend le temps de venir un dimanche matin. Ma meuf est pas super contente. Combien de messages je t'ai envoyé, s'il te plaît, t'as vu mon message? C'est ça. Alors, en plus, j'ai un gros problème de réponse aux messages. Alors faut jamais paniquer si vous m'envoyez un message sur la Brad Cave et que je réponds pas au bout d'une semaine, c'est normal, quoi. Genre vous n'êtes pas le seul à m'envoyer un message, et j'ai 3 boulots. Prenez la latence en considération. Oui, c'est ça. Genre le mec a un temps de latence énorme. Laissez le mec quand même aussi se reposer. Je pense qu'il en a besoin de temps en temps. Oui. Là, en fait, les meilleurs moments, c'est le moment où je réponds le plus à des messages. C'est quand je suis à Atom City et que je suis au comptoir. Parce que mine de rien, Atom City, ça se gère tout seul, tu vois. Enfin, ça se gère tout seul. Les gens, ils viennent, ils payent leur entrée. Ils vont jouer et ils viennent au pire me poser une question une fois de temps en temps. Mais sinon, le reste du temps, je suis au comptoir, et à part surveiller, entre guillemets, ou aller voir des fois des gens quand je vois qu'ils paniquent sur un jeu, qui savent pas l'utiliser correctement, sinon je suis au comptoir et j'ai, entre gros guillemets, rien à faire. Et c'est à ce moment-là où je prends les messages. Je fais alors Facebook, la Brad Cave. 86 messages en attente. Bon, non lu, je redescends jusqu'en bas et je reprends à l'envers et je remonte. L'organisation, tout L'horreur. ça.